C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement, les tests d'application de la nationalité béninoise par reconnaissance, les mesures de sécurité pour la période de fin d'année étaient au menu. Les ministres de la Défense nationale, des Affaires sociales et de la Santé étaient devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ils ont défendu chacun leur budget pour la gestion 2025, à suivre leurs interventions. Et puis, emplissage des bouteilles de gaz, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité veille au grain. Elle était à Ouodé pour un contrôle inopiné. Vous suivrez également les images de leur descente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Au menu des décisions du gouvernement, les tests d'application de la nationalité béninoise par reconnaissance, des mesures de sécurité pour la période de fin d'année et la politique holistique de protection sociale. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Les décisions que voici font la teneur du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit, au terme de l'examen favorable de celle-ci, une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si, au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. En point 2, adoption de tests d'application de diverses lois. Au titre de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin, les tests d'application sont relatifs aux modalités des opérations de dénationalisation, de dissolution ou de liquidation des entreprises publiques et actifs de l'État, puis de nomination et de restitution des résultats des missions des commissaires aux comptes des entreprises publiques. En ce qui concerne la loi numéro 2016-11 du 8 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il s'agit de ceux portant attribution, organisation, conditions de saisine et fonctionnement de la Commission du contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures et fixant les modalités de transaction et de répartition du produit des transactions, des confiscations et autres condamnations pécuniaires en matière d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures. Pour ce qui est de la loi numéro 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin,
est concerné le décret portant mesures spécifiques d'incitation des grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires au marché public et en cotraitance avec les micro, petites et moyennes entreprises exerçant en République du Bénin. Enfin, ont été également adoptés les décrets portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés et des apatrides, formulaire type du questionnaire pour la célébration du mariage, modalités d'établissement, de délivrance, de tenue, de conservation et d'utilisation du livret de famille à l'occasion du mariage. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2024-2028 du ministère du Travail et de la fonction publique. Ce document de stratégie vise à permettre au ministère d'être, à l'horizon 2028, une administration moderne et performante pour un service public de qualité et un travail décent. Pour ce faire, il ambitionne de renforcer la capacité de la gestion stratégique et opérationnelle des actions du ministère, promouvoir le travail décent et instaurer une gestion efficace et efficiente des ressources humaines de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de prendre les dispositions appropriées en vue de mobiliser toutes les parties prenantes du secteur autour de la vision, des orientations, objectifs stratégiques ainsi que des programmes. Il en sera de même s'agissant de la synthèse du plan d'action et du cadre de mesures de performance pour les 5 prochaines années. En point 2, approbation de la politique holistique de protection sociale 2024-2033 et de sa stratégie 2024-2028. La présente politique vient consolider l'action sociale du gouvernement au soutien de toutes celles déjà initiées et en cours de mise en œuvre. Elle vise à témoigner la solidarité de l'État aux personnes vulnérables afin de les aider à sortir de la précarité. Elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, la population béninoise, notamment les couches sociales les plus vulnérables, est résiliente face aux chocs socio-économiques, climatiques, sécuritaires ou aux catastrophes et participe effectivement au processus inclusif de développement durable. Pour y parvenir, ces orientations stratégiques sont axées sur l'amélioration du revenu des populations en général et des plus vulnérables en particulier, le renforcement de l'accès de celles-ci aux services sociaux et d'assurance sociale, de leur capacité d'adaptation aux crises, ainsi que de la coordination du système de protection sociale. Le Conseil, en approuvant cette politique, a, par la même occasion, marqué son accord pour la mise en œuvre de sa stratégie quinquennale 2024-2028 pour un montant global estimé à 709 milliards 260 432 000 francs CFA. En point 3, mesures de renforcement de la sécurité des populations pendant la période des fêtes de fin d'année 2024. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national, aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. En point 4, mise en œuvre du programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Au titre de la présente campagne,
Les travaux de réfection prennent en compte 12 943 km 60 de pistes rurales et 2 211 km 619 de routes en terre classées dans les départements de l'Alibori, du Borgou, de la Takora, de la Donga, du Zou, des Collines, de l'Atlantique, du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et du Plateau. En vue de la réalisation diligente des aménagements prévus sur les axes concernés pour faciliter la mobilité des usagers et le transport des produits agricoles des champs vers les lieux de stockage ou de commercialisation, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec diverses entreprises. En point 5, rapport de l'exécution du mandat de gestion de l'hôpital de Ménotin et dénonciation de l'accord irrelatif. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu, avec l'Association médico-sociale de Ménotin, un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir, chaque année, au concédant qu'est l'État béninois, les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits, aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation du pèlerinage à la Mecque, Hajj, édition 2025. S'agissant des mesures individuelles, enfin, les directeurs départementaux ci-après ont été nommés sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, Ouémé, M. Hendewe Edgar William Hunjo. Plateau, M. Wenukpo Armand Olivier d'Angelessa. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, Borgou, M. Bioyon Robert Bertrand Taunga. Plateau, M. Gbetoho Raymond Zoumatou, je vous remercie. Et puis, la qualification des guépards pour la CAN Maroc 2025 a provoqué une joie nationale. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur cette performance. On l'écoute. Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous,
Nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands, mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires. Et donc, le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir, à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction au peuple, qui créent des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière. On en vient maintenant au passage des ministres à l'Assemblée nationale. 118 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère de la Défense nationale au titre de l'année 2025. Devant les députés de la commission budgétaire, le ministre Alain Fortuné Nouati a décliné les besoins. Voici un extrait du point qu'il a fait aux médias. Le budget de l'année 2025 a connu une hausse et ceci rentre bien dans le cadre de la lutte contre les nouvelles menaces qui sont des menaces de type asymétrique. Le budget 2025 est établi à 118 milliards contre 99 milliards l'année dernière, soit une hausse de 18%. Cet accroissement est dû évidemment à l'accroissement de la menace, la réponse qu'il faut pour cette menace et les moyens qui accompagnent. Et ce budget 2025 est décliné en deux programmes essentiels. Le premier programme, c'est pilotage et soutien aux services et aux performances du ministère. Le deuxième programme, c'est protection du territoire national. En somme, le budget se résume à une administration performante, une administration de la défense performante au service du soldat, mieux protégé, mieux formé, mieux aguerri et disposant du matériel nécessaire pour accomplir sa mission
qu'est la protection du territoire national, la dispensation de la quiétude dans les paisibles populations, afin que ceux-ci puissent vaquer à leurs occupations et aux activités génératrices de revenus pour l'accroissement de l'économie nationale. L'année 2025 va connaître la poursuite et le renforcement des actions sociales du gouvernement avec à la clé de nouvelles mesures au profit des couches vulnérables. C'est ce qui ressort de la présentation du budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour un montant avoisinant 27 milliards de francs CFA. On écoute Véronique Toinfodi. Au titre de la gestion 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a bénéficié d'un budget global qui s'élève à la somme de 26 983 853 000 francs CFA contre 25 456 173 000 francs CFA en 2024, soit une hausse de 6%, tirée notamment par les dépenses d'investissement public qui ont connu une hausse de 67,44% par rapport à l'année précédente. En dehors de la poursuite des grandes réformes engagées les années antérieures, les lignes affectées au budget du ministère des Affaires sociales 2025 seront consacrées aux principales activités: le démarrage effectif des travaux de construction et d'équipement des guichets uniques de protection sociale, le démarrage effectif des travaux de rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires pour la subsistance alimentaire et des activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, la mise en place d'un système intégré de gestion au profit du ministère, l'intensification de l'assurance maladie obligatoire, le lancement de la première phase d'extension du volet H-formation au profit de 4 nouvelles communes, l'accompagnement de 3 000 artisans par l'octroi de crédits d'équipement, l'extension complète de l'implémentation de l'initiative des classes socio-éducatives, l'appui aux établissements inclusifs d'éducation et de formation des personnes handicapées à travers une subvention annuelle. Et vous convenez avec moi que mieux que par le passé, le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix aux dépenses sociales dans le budget 2025, confirmant ainsi le caractère hautement social du quinquennat en cours. Et pour le ministère de la Santé, le budget 2025 s'élève à plus de 150 milliards de francs CFA avec une hausse de 10%. Écoutez les explications du ministre Benjamin Ongbati. Le budget du ministère de la Santé a augmenté, ça c'est la première chose. Le budget se chiffre aujourd'hui à 150 milliards 111 millions contre 136 milliards 283 millions pour l'exercice 2024, soit une augmentation de pratiquement 13 milliards 800 millions, ce qui correspond à un taux d'accroissement de 10,15%. Donc, ce budget va nous permettre vraiment de pouvoir adresser les différents chantiers qui se situent au niveau des 3 programmes que nous avons au niveau du ministère de la Santé, le pilotage et le soutien aux services, la prévention et la sécurité sanitaire et l'offre et l'accès aux soins de santé. Il faut dire que ce budget s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes qui ont été engagées depuis plusieurs années par le ministère de la Santé, avec la création de nouvelles structures, notamment de différentes agences. Donc, le budget que nous avons cette année-ci pour 2025 s'inscrit dans le cadre du renforcement du fonctionnement de ces structures, aussi bien les agences que les hôpitaux que nous avons au niveau du ministère de la Santé, mais également dans le cadre de la mise en place de ressources humaines de qualité pour faire fonctionner les structures sanitaires, mais également et surtout évidemment le centre hospitalier universitaire international de Calavi que nous avons déjà réceptionné et que nous allons ouvrir dans les toutes prochaines semaines. Et il y a également la mise aux normes des infrastructures sanitaires, des équipements et évidemment la politique de santé communautaire que le gouvernement a à mettre en place, que nous veillons aujourd'hui à vraiment à accélérer.
Alors que la mouvance clame le caractère inclusif du code électoral, le principal parti d'opposition crie à l'exclusion et à une loi électorale adoptée juste pour le bloquer. À moins de 2 ans des élections générales de 2026, ce test censé être régulateur fait l'objet de vives contestations de la part de l'opposition, de la société civile et même de certaines institutions religieuses. Le code électoral contesté couvre-t-il une crise latente au Bénin? Que reproche-t-on à ce document? Des analystes tentent d'y répondre dans le dossier politique signé Rachidat Biomam. Des griefs, le code électoral en fait l'objet, mais en fait, que lui reproche-t-on? L'article 132 et l'article 146. Ce sont ces deux articles en fait qui semblent poser plus ou moins problème au niveau des acteurs politiques de l'opposition. On parle de l'article 132 qui, d'une certaine façon, rend l'éligibilité du président ou du candidat très compliqué. Il faut réunir au niveau du parrainage environ 15% de l'ensemble des maires et des membres de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, on parle de la nécessité de réunir 20% de l'électorat du suffrage pour se retrouver à l'Assemblée nationale, alors qu'au préalable, c'était 10%. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Critiques fondées ou pas? Non, mais écoutez, les critiques sont infondées. Et vous savez évidemment qu'en démocratie, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté des institutions. Donc ce code a été adopté et est passé par le moule du contrôle de la constitutionnalité puis a été promulgué par le chef de l'État. Si les membres de l'Assemblée nationale qui ont voté et adopté cette loi ont fait leur travail, c'est la volonté du peuple qui est exprimée. Et donc remettre en cause cette loi, c'est remettre en cause l'expression de la volonté du peuple. Mais alors, comment comprendre les récriminations de l'opposition qui souhaite une relecture du document? Nous venons de voter le code, nous l'avions adopté, nous n'avions même pas encore expérimenté. C'est à l'expérimentation qu'on verra évidemment les problèmes. Les boulots d'étranglement. Et on va procéder à des ajustements techniques s'il y en avait. L'opposition a un seul problème, c'est que techniquement, si on s'en tient aux prédispositions du code électoral, l'opposition est très mal partie. Le starting block ne voit pas d'opposants étant capable de compétir sur le plan des campagnes, sur le plan du parrainage, pour pouvoir compétir avec la mouvance telle qu'elle est aujourd'hui. Interrogé sur la question, Wilfried Léandre Rongbegui, porte-parole du gouvernement, est sans embâche. Le nouveau code électoral n'empêche personne d'aller aux élections. Il n'est ni exclusif ni chrysogène. C'est pas le code qui empêche. Le code, il est ce qu'il est. Il est ce que les membres de l'Assemblée nationale ont décidé d'en faire. Maintenant, c'est l'absence de perspicacité des acteurs politiques dans la naissance de ce code et sa mise en œuvre qui fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans une position où, tel que ce code est là aujourd'hui, il ne leur permet pas d'aller forcément avec une prédisposition de pouvoir gagner. À partir de ce point de vue, l'opposition peut se permettre de dire que ce n'est pas inclusif. Pour ce qui est des citoyens, c'est assez simple. Le citoyen n'a plus la possibilité de choisir un candidat indépendant. Si un parti est réellement représentatif et ambitionne tenir compte des aspirations profondes des populations, le parti doit travailler pour pouvoir avoir un ancrage sur l'étendue du territoire national. Si ces partis politiques ne se mettent pas ensemble, ils n'ont aucune chance. Et même s'ils se mettaient ensemble et que la mouvance reste dans son bloc tel qu'il est aujourd'hui, il y a de fortes chances que cette mouvance continue dans la gestion de la chose publique. Le cadre de concertation de l'opposition fait-il le poids devant cette machine à broyer qu'est la mouvance? Rien n'est sûr. Chose évidente, l'un et l'autre, face aux nouvelles exigences, devront redoubler d'ardeur. Dans le reste de l'actualité, Cotonou abrite les festivités de la journée de l'industrialisation en Afrique. L'édition de cette année est couplée au premier forum des femmes transformatrices du Bénin. Les assises ont commencé depuis le 20 et prennent fin demain, 22 novembre. Le lancement avec Génial Afouda Moussi Aboka et Benjamin Lenayon. Un événement à double objectif réunit les acteurs du monde industriel pendant 3 jours. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est le tout premier forum des femmes transformatrices du Bénin. En ce jour particulier,
nous avons l'honneur de célébrer les femmes transformatrices, véritables piliers de notre économie nationale et régionale. Ce premier forum des femmes transformatrices a pour objectif de reconnaître leur rôle crucial dans la création de la valeur ajoutée, de mettre en lumière leurs contributions exemplaires et de proposer des mécanismes pour renforcer leur leadership au sein des chaînes de valeur. Tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'industrialisation verte pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique. Ce thème résonne avec les aspirations de notre continent vers un avenir où la technologie et l'industrialisation verte s'unissent pour la promotion d'une industrie durable et le bien-être de nos populations. Des rencontres B2B, conférences, panels et villages des innovations industrielles, voilà l'agenda de ces journées. C'est assez important, très important qu'un pays se développe par son agriculture et son industrie. Je ne vais pas minimiser le commerce, parce que ce soit l'agriculture ou l'industrie, tout sera soldé par la vente des produits assurée par les gens du secteur commercial. Mais j'ai l'impression, et ça c'est l'impression pratiquement de tous les industriels, qu'on ne voit pas l'importance de l'industrie. Ces 3 jours d'échange vont être soldés par un gala de distinction. Une soirée au cours de laquelle seront célébrées les championnes industrielles. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité est en guerre contre l'emplissage frauduleux des bouteilles de gaz. Elle a procédé à un contrôle inopiné à OOD, une localité située dans le département du Plateau, frontière avec le Nigeria. Wenceslas Aroimon et Alessandra Diotan ont suivi l'équipe. Une descente musclée des contrôleurs de l'ANM à OOD. Dans cette boutique aménagée en bordure de voie se déroule une activité illicite. Aux commandes, une vendeuse apeurée. Nous vendons ici du gaz domestique. Quand le client arrive, nous rechargeons sa bouteille à hauteur de la somme qu'il apporte. Je ne sais pas d'où proviennent les grosses bouteilles, je m'occupe juste de la vente. L'année dernière, nous avions fait cette même opération et nous constatons que malgré cette opération, les gens continuent à faire l'emplissage des bouteilles de gaz avec des balances non contrôlées et des gaz qui sont embouteillés dans les emballages des structures qui sont sur la place. Et ces opérateurs économiques ne cessent de charger des gaz ramenés du Nigeria dans ces bouteilles. Le mode opératoire consiste à ramener ces grosses bouteilles de gaz chargées du pays voisin, puis à transvaser leur contenu à l'aide de ce dispositif de fortune dans les bouteilles de 6 kg qui portent la marque des opérateurs locaux. Normalement, c'est les structures qui sont régulièrement installées qui sont les seules à faire l'emplissage des bouteilles de gaz, avec les conditions de sécurité et de normes qui sont liées à ça. Alors nous avions pu mettre la main sur une boutique qui a reconnu les faits, a été prise en flagrant délit. Et je crois que la fuite a été donnée aux autres boutiques et puis on n'a pas pu mettre la main sur les autres. Mais nous serons aux aguets et ce serait vraiment une lutte acharnée pour pouvoir décourager à jamais cette manière de faire. Plus de répit donc pour ces opérateurs économiques indélicats. Repenser les politiques publiques pour valoriser les médecines traditionnelles et modernes. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réfléchit à ce propos. Elle a organisé un colloque scientifique dédié au défi de l'intégration de ces 2 formes de thérapie. Objectif, répondre aux besoins de nos sociétés en matière de santé. Christelle Tongodo et Benjamin Linayo. Comment intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé modernes? C'est la question centrale de ce colloque scientifique organisé en présentiel et en ligne. Pendant 2 jours, des experts du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et de la Côte d'Ivoire échangent sur cette problématique essentielle. En réalité, le premier constat que l'on fait, c'est que, au moins pour ce qui est du Bénin, si l'on prend la population globale, au maximum 10% s'adressent et ne s'adressent
qu'à la médecine conventionnelle et 90% de la population s'adresse à la médecine traditionnelle. Si depuis 60 ans, et donc bien avant aussi, la médecine traditionnelle bénéficie de ce plébiscite populaire, c'est que derrière, il y a quelque chose qui compte. L'évolution de nos sociétés, les différentes interactions humaines qui dominent les relations humaines, bien évidemment, ainsi que la dynamique des pratiques médicales et les leçons sévères, surtout administrées par la COVID-19, interpellent les institutions savantes à travers le monde. Ce colloque fait suite aux Assises internationales de Dakar. L'objectif, proposer des politiques publiques adaptées pour intégrer ces deux approches dans les systèmes de santé. C'est un chantier complexe qui nécessite de réunir les experts, les chercheurs, les praticiens de la santé, les décideurs politiques, les éducateurs et les communautés locales autour d'une vision commune. Le défi est de faire en sorte que cette interaction entre médecine traditionnelle et conventionnelle devienne une véritable source pour la santé publique, permettant non seulement une meilleure prise en charge des maladies, mais aussi une valorisation des savoirs traditionnels. Concilier tradition et modernité, c'est l'ambition de ces acteurs réunis autour d'un chantier commun, bâtir un système de santé résilient capable de répondre aux besoins croissants de nos sociétés. Le Bénin pourrait bientôt adopter un nouveau code pour les médias. Le processus de modification est en cours. Une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias était à Djougou pour une séance de restitution. Avec l'appui de l'ONG WeWorld, le document élaboré sur la base des préoccupations a été présenté aux confrères de la Donga. Je vous propose d'écouter le vice-président de l'ODEM. Le sujet a été évoqué il y a de cela plus d'un an. Nous étions à Djougou ici, nous avons recueilli des préoccupations, comme nous l'avons fait dans d'autres départements aussi. Nous avons travaillé, nous avons fait un projet de code du document que nous avons présenté il y a de cela quelques jours au Palais des Congrès de Cotonou. C'est le même exercice que nous sommes venus faire ici à Djougou. Nous avons eu une moisson importante à Djougou ici. L'ancien code ou le code actuel date de 1999, ça fait pratiquement 25 ans. Aujourd'hui, le citoyen veut s'appeler journaliste. Le code que nous sommes en train de chercher à réviser, c'était constitué de 26 articles, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes passés à 33 avec 25 devoirs et 8 droits, avec la prise en compte des préoccupations typiquement liées à la presse en ligne, au genre. La violence faite aux femmes, l'extrémisme violent. Il y a des journalistes à besoins spécifiques. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que le code qui va intervenir puisse avoir aussi sa version en braille, en langue locale, pour que nos confrères et consoeurs qui travaillent dans les radios communautaires puissent avoir l'outil, puissent exploiter cet outil-là qui doit être notre bréviaire. Fin de la 6e édition du concours Excellence mathématiques à Parakou, initié par l'Association des professeurs de mathématiques des CEG Titiro, Albarika et Okedama. L'objectif est de démystifier la discipline afin d'amener les apprenants à aimer cette matière scientifique. Si lauréats, on peut tirer leur épingle du jeu au niveau du premier et du second cycle. Les détails avec Michael Nouati et Docastito Djaledi. Ils sont nombreux à concourir pour cette édition 2024 du concours d'excellence en mathématiques, mais seulement 6 d'entre eux ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ces lauréats viennent des collèges d'enseignement général de Titiru, Albarika et Okedama de Parakou. Avec une performance exceptionnelle, le CEG Titiru décroche la première place grâce à une moyenne parfaite de 20 sur 20. Pour que je sois premier à ce concours, j'ai dû faire plusieurs exercices et mes parents, avec l'aide de mes parents, j'ai eu beaucoup de livres, j'ai révisé mes cours et j'ai suivi les cours des professeurs en salle. Je remercie les encadreurs et l'initiateur de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être parmi les lauréats de ce concours.
Il faut d'abord être discipliné. Quand vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas mieux vous organiser et faire le travail. Autre chose, particulièrement en sciences, il faut beaucoup plus de concentration. Et quand vous faites le cours en classe, la première des choses qu'il faut cerner, ce sont les définitions et propriétés. Et vous accompagnez cela maintenant des exercices traités en classe et de vos propres exercices. Vous avez toujours le résultat. L'objectif que vise le concours Excellence Mathématiques, c'est de briser les complexes que les élèves et beaucoup de personnes ont vis-à-vis des mathématiques. Démythifier donc la discipline, agir sur les élèves pour qu'ils aient beaucoup plus envie de faire les mathématiques, leur montrer que les mathématiques font partie de la vie quotidienne et c'est un mode de vie. Les lauréats ont été récompensés avec des trophées, des médailles et des kits scolaires, incluant notamment des ouvrages spécialisés en mathématiques. L'Association des professeurs de mathématiques des CEG Titirou, Albarika et Okedama se dit déterminée à pérenniser cette belle aventure avec l'objectif d'inciter les apprenants à aimer les mathématiques et à exceller dans cette discipline. La commune d'Abomey-Calavi va bientôt accueillir le festival Croisement. C'est un événement destiné à faire connaître au public les talents artistiques et culturels. Les acteurs viennent du Bénin et d'autres pays d'Afrique. Gilles Dansou et Benjamin Denayon nous en parlent. Festival Croisement, près de 150 danseurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels venus du Bénin et d'ailleurs pour montrer leur savoir-faire. Un rêve, fruit de la coopération entre l'Institut français de Paris et celui du Bénin. Le festival Croisement regroupe plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Plusieurs tableaux sont envisagés. La commune d'Abomey-Calavi va vibrer au son des corps en mouvement qui investiront les espaces nus et couverts pour un atterrissage riche en lumière sous le regard inquisiteur des critiques d'art en formation et du public in situ à Wallodin Center. La coopération suisse accompagne l'initiative. Lorsque nous avons reçu ce projet, il nous a séduits parce que c'est un grand rendez-vous culturel de la danse. La danse, souvent, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous culturel qui permettra aux acteurs de la danse d'être renforcés et en même temps d'être visibles. Donc, une telle initiative, on ne pouvait pas rester en marge de cela. Le festival Croisement, c'est plusieurs composantes. Nous avons Croisement Labo, c'est pour le renforcement des capacités des danseurs en général. Festival Croisement Performance, c'est pour découvrir l'art performatif ou renforcer les capacités en performance de ceux qui s'y connaissent déjà. Il y a Croisement Résidence, il y a des jeunes danseurs qui ont commencé des créations, mais qui ont besoin de regards extérieurs, de professionnels, d'experts, de formateurs, de chorégraphes, pour améliorer leur travail, pour que ça puisse se développer. Ça va se faire sur Croisement. Donc, eux, ils sont dans Croisement Résidence. Et il y a Croisement Festival. 10 jours donc pour découvrir des valeurs artistiques, le tout pour égayer le public. Et puis en sport, c'est l'information du jour. Le Bénin en finale du championnat scolaire zone B chez les hommes comme chez les filles. De performances exceptionnelles que nous raconte Hospice Métoli depuis Niamey. Il revient notamment sur la qualification des deux équipes en demi-finale. Solides, les guépards U15 scolaires finissent premiers de leur poule devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les poulains de Séverin Daha surclassent les jeunes Ivoiriens dans le jeu et s'imposent 1-0 sur un penalty de Nicanor Agbo. C'est un match qui ne dure que 40 minutes. On a 2 fois 20 minutes, donc du coup, il faut très vite rentrer dans le match. Des deux côtés, on a eu affaire à une belle équipe de la Côte d'Ivoire, très joueuse et accrocheuse. Après, nous aussi, on vient pour défendre le titre, donc c'était un match de très belle vache. Dans la seconde rencontre contre le Nigeria, un nul a suffi au bonheur de Izoudine et de ses coéquipiers pour régner en maître sur le groupe B et passer en demi, suivi de la Côte d'Ivoire qui a battu le Nigeria 1-0. Chez les jeunes filles, l'absence de l'équipe nigériane a simplifié l'équation dans cette poule B à 3.
Le match gagné 1-0 par les Amazones U15 scolaires face à la Côte d'Ivoire permet aux Béninoises de rejoindre les demi en leader du groupe B. Le premier match, il ne faut pas le perdre. Il faut le remporter, quoi qu'en soient les circonstances. Il faut s'en sortir de très belle manière et nous avons su attaquer. En demi-finale, ce jeudi, les deux équipes béninoises seront opposées au Burkina Faso. Une qualification finale permettra aux garçons de se battre pour signer la passe de 3, tandis qu'aux filles, elle donnera l'occasion d'arracher leur billet pour la phase continentale pour la deuxième fois en 3 participations. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.